Alors, donc, je pense que c'était important déjà de donner des éléments de contexte, parce qu'effectivement, je suis professeure dans une école de gestion, donc a priori, pas une sociologue de l'éducation. Donc, la décision, effectivement, de faire une demande de recherche à la communauté française dans le cadre de l'appel d'offres qui avait été lancé, est née d'une recherche antérieure qu'on venait de terminer sur la problématique des femmes au foyer. Donc, on avait mené une vaste recherche, on avait interviewé de manière qualitative et approfondie plus d'une centaine de femmes qui étaient au foyer, qui avaient des projets de retour sur le marché du travail, avec l'idée de comprendre d'une part comment elles avaient pris leur décision de retrait du marché du travail, ce qui s'était passé pendant cette période, et je peux vous dire que c'était bien riche et bien plus riche que ce qu'on le dit habituellement, et puis comment elles géraient leur retour sur le marché du travail. Et donc une des choses qui avait vraiment frappé l'équipe de recherche, c'était le fait que beaucoup de femmes semblaient quelque part avoir très tôt décidé dans leur vie, ou en tout cas très tôt, s'étaient représentées comme femmes au foyer, ou en tout cas avaient très tôt aussi dans leur vie hiérarchisé d'une certaine façon leur vie professionnelle et leur vie familiale et parentale, et donc que quelque part le choix qu'elles avaient fait était un peu la résultante de quelque chose qui nous semblait en tout cas remonter effectivement dès la période scolaire. Et donc quand il y a eu l'appel d'offres, on s'est dit, ben tiens, c'est peut-être l'occasion de tester et de voir si effectivement ce que disent des jeunes qui sont en réto par rapport à leur projet de vie et comment ils se projettent dans l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Alors il est clair que nous, on n'était pas du tout dans une recherche statistique, on était dans une recherche vraiment de type qualitative, exploratoire. Ce qui nous intéressait, c'était de récolter le discours des jeunes sur leur représentation par rapport à leur futur, et c'était plutôt de voir, tiens, est-ce que ce discours nous amène à réfléchir différemment le sujet qu'on avait traité précédemment. Donc on n'était pas du tout dans une logique de représentativité statistique, et donc c'est effectivement une activité qui pourrait être faite par d'autres si ils trouvent qu'il y a un intérêt à travailler sur ce scénario. Donc différentes questions de recherche, je vais revenir sur chacune d'elles, donc je ne vais pas les reprendre toutes maintenant. Donc on est vraiment parti sur l'idée que ce qui nous intéressait, c'était vraiment les représentations sociales. Donc c'était la façon dont les jeunes se projetaient dans l'avenir, et donc ce qui nous intéressait, c'était la façon dont ce qu'ils avaient à dire sur leur vie future, professionnelle ou familiale, la façon dont ils le pensaient, et d'essayer de voir quels étaient les éléments explicatifs qui pouvaient expliquer la façon dont ils avaient structuré en gros leur représentation. Autre chose très importante, on était parti dès l'idée de faire une lecture en termes de genre. Et c'est important pour moi de bien clarifier ça veut dire quoi. Ça veut dire qu'on s'intéressait autant au discours des filles que des garçons. On ne s'intéressait pas aux filles uniquement. Donc les garçons nous intéressaient tout autant que les filles. Et pourquoi les deux sexes nous intéressaient? Parce que l'idée c'était vraiment de voir dans quelle mesure, un peu comme dans la recherche précédente, les représentations étaient marquées par des stéréotypes associés plutôt à l'un ou l'autre sexe, et là on est vraiment dans la différence biologique. Dans quelle mesure est-ce que les jeunes avaient des visions, des rôles sociaux qu'ils associaient à l'un ou l'autre sexe? Donc dans quelle mesure est-ce que certaines tâches ou certains rôles étaient perçus comme naturellement féminins ou masculins? Quelle perception ils avaient des éventuelles situations d'inégalité? Et est-ce qu'il y avait des phénomènes de hiérarchie qui apparaissaient dans les discours? Donc on était vraiment en train de travailler sur des constructions sociales autour de ce qui est des différences biologiques. Donc c'est vraiment la façon dont ils construisaient le rôle d'hommes et de femmes. Alors on a un premier constat, comme tout le monde, on a fait une revue littérature, et donc on a constaté qu'il y avait effectivement pas mal d'études qui avaient été faites sur les valeurs et les représentations des jeunes, mais premier constat, très très peu de ces études vont effectivement introduire une dimension genre. Alors de temps en temps il y a une variable sexe, on va sortir des différences hommes-femmes, mais vraiment travailler cette question des valeurs et des représentations en essayant d'utiliser le genre, on a trouvé très très peu d'études, je pense qu'on en a trouvé 3.
Et ça, c'est peut-être déjà un premier constat surprenant, c'est le fait que beaucoup de gens font des études sur les jeunes et ne pensent pas qu'il est intéressant effectivement de relire leurs données sous l'angle du genre. Mais ça, c'est valable, quelles que soient les disciplines scientifiques, y compris en gestion. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est des animations dans les classes. Donc, en gros, on a fait 9 focus group, donc vous voyez qu'on n'a aucune prétention de type statistique. L'idée, c'était quand même d'avoir une diversification pour un petit peu être sûr qu'on allait un peu large. Donc, on a fait des animations aussi bien, enfin, dans 3, aussi bien en technique, mais surtout technique de transition de qualification, en professionnel et en général. On a essayé d'avoir des groupes en milieu urbain, en milieu semi-urbain et en milieu rural. Et on a essentiellement travaillé sur la région liégeoise. Donc avec en finale 45 garçons et 72 filles, mais je pense que c'est pas ça qui était le plus intéressant. L'animation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'animation de groupe, donc filles-garçons, c'était des groupes mixtes, ça a sans doute son importance, enfin, sauf quand c'était des classes majoritairement, voire exclusivement de filles. Et donc on les a fait parler d'abord sur, tiens, comment est-ce que tu te vois, projette-toi à l'âge de 30 ans. Qu'est-ce que tu fais, où tu es, comment tu gères la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et par ailleurs, il y avait des questionnaires individuels qui ont été complétés et donc on a traité de manière beaucoup plus statistique traditionnelle. Alors l'âge moyen des jeunes était 18 ans, ce qui est normal puisque la plupart étaient en réto. Hein. Bon, il y en avait beaucoup plus et puis un petit peu moins. C'est un élément qui va pouvoir être éventuellement un peu structurant, c'est que 63% des jeunes rencontrés vivent avec leurs 2 parents, 22% dans une famille monoparentale, ça fait beaucoup quand on sait que c'est à peu près, je pense, 10% hein, les familles monoparentales, et 11% dans des familles recomposées. Donc on peut se dire quand même que c'est des jeunes qui en général ont connu plusieurs types de modèles en termes de ce qu'est en gros la famille normale avec beaucoup de guillemets. Les pères travaillent majoritairement à temps plein, 49% des mères à temps plein, donc ça ne fait quand même qu'une sur 2, et 25% des mères à temps partiel. 11% des pères ne travaillent pas, alors que c'est le cas de 23% des mères. Ça peut être soit une situation de chômage ou de retrait complet du marché du travail, c'est toujours un peu compliqué.